elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le monde. Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque son époque. Entre subjectivité et révolution. Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Christiane Taubira. Militer, c'est vouloir améliorer le monde quand même. Hein. La pulsion militante, c'est l'amour. Je viens de barrer un truc de ma liste des choses à faire avant de mourir. J'ai interviewé Christiane Taubira. Ça fait 4 ans que je la croise ici et là, que je suis toujours charmée par sa gentillesse et par son rire. Christiane Taubira est incroyable. Si vous avez l'occasion un jour de la voir lors d'une rencontre ou d'une signature, vous observerez, elle écoute chaque personne d'une oreille attentive, disponible, sans jamais interrompre, sans jamais abréger. C'est pour ce genre de qualité que j'aimerais bien qu'elle soit un jour ma présidente de la République. Mais bon, je m'égare, puis vous verrez, elle répond un peu à ça tout à l'heure. Bref, après ces rencontres, à chaque fois, j'ai pris ma plus belle plume pour lui adresser des messages, des mails, lui demandant de venir parler dans la poudre. J'ai fait court et efficace, j'ai fait long et lyrique, j'ai fait percutant, j'ai fait suppliant, mais toujours, elle a éludé. Et puis, comme souvent, la vie a fait le job. La maison d'édition de Maya Angelou en français, Notabilia, m'a demandé d'animer une rencontre autour de l'extraordinaire autrice afro-américaine à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Rassemblez-vous en mon nom » avec, pour invitée, une de ses grandes lectrices, Christiane Taubira. Alors j'ai fait une danse de la joie et j'ai branché mon micro ce soir d'octobre au théâtre de la Pépinière à Paris pour m'assurer que chacun de ces mots arriverait jusqu'à vous. À la réécoute, je me rends compte que ce qu'elle nous livre, c'est une leçon de joie. Ça peut pas faire de mal par les temps qui courent. Alors, donc, vous êtes bien installés ? Non, j'aimerais bien. Un coussin pour Madame Taubira, s'il vous plaît. Avec Christiane Taubira, on a parlé de Maya Angelou et un peu d'elle aussi. Voilà, juste le micro, si vous voulez bien. Merci Lorraine. Nous sommes prêtes à attaquer. Madame la ministre, bonsoir. Donc, bienvenue sur la scène du théâtre de la Pépinière. Vous êtes, comme chacune et chacun le sait, ancienne garde des Sceaux. Nous vous devons de grandes lois, comme celle pour la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, la loi pour le mariage pour tous. Vous êtes aussi une écrivaine prolixe. Votre dernier livre et premier roman, Grand Ballant, vient de paraître aux éditions Plomb. Comme vous le savez, ça fait des années que je rêve de ce moment. Et je voulais commencer par remercier l'éditrice en langue française de Maya Angelou, Brigitte Bouchard, de l'avoir rendu possible. Et vous remerciez vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, grâce à cette soirée, voilà quelques semaines que je suis plongée dans la vie et dans l'œuvre de Maya Angelou. Et je n'ai cessé de trouver des ponts entre elle et vous, une quasi-gémellité. Est-ce que ça vous surprend ? Ça me surprend par humilité, parce que Maya Angelou est un esprit qui m'éclaire depuis de très nombreuses années, depuis plus de 3 dizaines d'années. Donc pour ces raisons-là, oui, je suis en toute humilité. Ça fait partie de mes phares. En fait, j'ai un quatuor de femmes, notamment dans cette zone du monde. Et Toni Morrison, évidemment. Il y a Zora Neale Hurston. Il y a Toni Cade Bambara, pour prononcer à la française, et Maya Angelou. Donc ce sont des femmes qui, d'abord par le contenu de leurs écrits, mais aussi et surtout par leur vie, par la maîtrise de leur vie, m'inspirent depuis très très longtemps, ont contribué à me structurer, m'ont donné de l'assurance sur un certain nombre de choses, notamment concernant la capacité que nous avons à maîtriser nos propres vies, quelle que soit l'adversité. Quelles que soient les choses inattendues, extrêmement désagréables et déplaisantes qui peuvent survenir, nous pouvons maîtriser nos vies. Et non seulement nous maîtrisons nos vies, mais nous le faisons en chantant. C'est-à-dire que, voilà, nous restons joyeuses. Et je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, j'avais déjà un grand penchant pour la joie de vivre.
J'ai des dispositions au bonheur qui sont absolument phénoménales. Voilà, il suffit de peu. Moi, le bonheur, je le traque, je le débusque, je le picore, je le butine et je l'engloutis. Donc voilà, ces femmes-là, elles ont aussi beaucoup nourri cette disposition originelle. Elles l'ont plus que nourri parce qu'elles lui ont donné une raison d'être. Ça n'était pas juste un tempérament comme ça n'était pas juste une fantaisie, ça n'était pas juste un trait de personnalité. Ça peut être une éthique, ça peut être une façon, le choix d'une façon de vivre. Et c'est ce que cette littérature-là m'apporte. C'est ce que Maya Angelou apprend quand on la lit, parce que la lire, c'est vraiment faire sa connaissance. C'est ce que je vous disais à l'instant en coulisses. J'ai l'impression d'avoir passé littéralement ma semaine avec elle. Elle nous parle dans ses livres. Elle est vraiment pleinement vivante. Alors j'aimerais bien qu'on arrive pendant cette heure qu'on a devant nous à vagabonder à travers la vie de Dr Angelou. Elle aimait qu'on l'appelle comme ça. Elle a reçu 50 diplômes honorifiques dans son existence quand même. Explorer 3 facettes de sa personnalité, l'écrivaine, la femme et enfin la militante. Je ne sais pas si on aura assez de cette heure. Alors on va commencer par l'écrivaine. Maya Angelou, elle a été d'abord poétesse et écrivaine de pièces de théâtre, mais le succès fulgurant lui est arrivé en 1969 avec la publication de son premier roman autobiographique, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, le premier d'une série de 7 livres qui raconte sa vie chronologiquement. Le 2e volet, Rassemblez-vous en mon nom, vient de paraître chez Notabilia. Dans ces livres, Maya Angelou dit « je ». Qu'est-ce que ça change de dire « je » quand on écrit, Christiane Taubira? Ça veut dire qu'on accepte de se livrer. Et ce qui est magnifique dans les autobiographies, il y en a plusieurs, vous l'avez dit d'ailleurs, il y en a 6. Parfois on dit qu'il y en a 7. Il y en a une qui n'est pas achevée, je crois. Ouais. Dans ces autobiographies, elles changent en fait le genre de l'autobiographie, parce qu'elle raconte effectivement sa vie, elle raconte des événements qui lui sont arrivés, elle raconte tout, elle a tout fait, mais elle a une façon de le raconter qui fait que tout est acceptable. Si je parle brutalement, je dirais que Maya Angelou a même été maquerelle. Et elle le raconte. Elle le raconte d'ailleurs dans ce volet-là. C'est dans... Oui, Rassemblez-vous en mon nom, ensemble en mon nom, Gather Together. Elle a été putain. Pour l'amour d'un homme, elle a accepté de se prostituer. Elle raconte tout ça, mais c'est fait avec d'abord une beauté lyrique. Il y a une très belle langue, une langue simple. Moi, ce qui me frappe chez Maya Angelou, je pense par exemple au style de Toni Morrison. C'est un style extrêmement travaillé, extrêmement clair, extrêmement beau, mais c'est vraiment un style travaillé. C'est une pépite qui a été polie, qui a été poncée. Tout. Maya Angelou, on a l'impression que le style n'est pas travaillé. Et pourtant, il est parfait. C'est-à-dire qu'aucune phrase n'est embarrassante, aucune phrase n'est encombrante, aucune phrase n'est trop longue ou trop courte. Il y a un chant, on entend la musique de Maya Angelou, et elle dit tout à travers les incidents, les événements qu'elle raconte. C'est-à-dire qu'elle évoque y compris ses principes d'éducation. Je pense à une phrase dans ce livre-là, donc le dernier non, mais celui qui sort à cette occasion. Elle dit les Baxter ne racontent pas leur vie à des étrangers. C'est juste une phrase, mais ça indique une éducation du courage, du silence courageux, une éducation de la pudeur, une éducation de l'assurance aussi de la personne. Voilà. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à vous dire pourquoi. Voilà, elle prend congé très rapidement, elle est obligée d'aller rejoindre sa mère. Mais j'ai ma vie, j'ai mes obligations, mes contraintes, il y a les accidents dans ma vie, mais je n'ai pas à vous expliquer tout cela parce que je n'ai pas à m'excuser. Et pour des personnes comme Maya Angelou, mais aussi comme moi, c'est-à-dire des personnes, on va parler de choses parfois difficiles à admettre, à affronter, à entendre, mais des personnes qui reçoivent comme premier message dans la société, dans leur vie, que vous êtes superflu, vous êtes de trop, vous n'êtes pas bienvenu, on ne vous attendait pas, et puis on ne pense pas que vous ferez des choses extraordinaires.
avoir cette assurance-là, c'est déjà tellement remettre le monde à l'endroit, sur ses pieds, voilà, le rendre normal, enfin. Et il y a ça dans toutes les autobiographies. Alors, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Il y a son enfance. Et on voit comment cette enfance l'a marqué. Et on se demande en lisant si ce sont des idées qui étaient là à l'enfance ou si elle a été capable, et les deux sont un exploit, si elle était capable de relire son enfance et de relire la signification des sentiments profonds qu'elle a éprouvés à son enfance. Elle passe tous ses livres à dire qu'on ne quitte jamais l'enfance. J'avais noté cette phrase qui m'a émue aux larmes. Elle dit « On ne quitte jamais vraiment son foyer. Je crois qu'on charrie les ombres, les rêves, les peurs et les monstres de sa maison sous la peau, qu'on les transporte blottis dans le coin de ses yeux et jusque dans le cartilage des lobes de l'oreille. » Elle n'a jamais quitté en fait la maison de sa grand-mère et de sa mère où elle vivait enfant. Non seulement elle n'a jamais quitté, mais c'est là qu'elle a puisé cette force indestructible qui la suit, qui l'accompagne. Cette assurance dont je parlais, elle est dans son visage, elle est dans son regard. Et puis je vais vous dire, elle est dans quelque chose que je trouve absolument magnifique, absolument magnifique. À 80 ans, Maya Angelou porte des décolletés. Ouais. Je voulais qu'on parle de sa féminité. Elle montre ses épaules. En plus, ses épaules sont belles. Elle montre ses épaules. Donc ça c'est bon, c'est un peu enfantin, c'est de la séduction, mais c'est voilà, moi je suis belle et puis je le montre quoi. Bon, ce soir je suis un peu couverte, mais j'aime faire ça aussi. Mais bien sûr. Parce que moi aussi j'ai des épaules pas mal. Donc j'aime bien faire ça aussi. Il faut que la fille sache. Alors, ce qui est amusant avec ce jeu, avec sa vie, qui est la matière première de son écriture, c'est qu'elle la triture, elle creuse, elle revient, elle déforme, elle m'amène. Et à la fin de sa vie, elle a refait un grand tour dans tous ses souvenirs en écrivant, comme vous l'avez fait vous, une lettre à sa fille. Sauf qu'elle, elle n'a pas de fille. Elle a écrit une lettre à toutes ses filles qu'elle n'a pas eues. Elle écrit cette phrase qui est très belle. J'ai donné naissance à un seul enfant, un garçon, mais j'ai des milliers de filles. Des noires, blanches, juives, musulmanes, asiatiques, latinas, indiennes d'américaines, aléoutes. Qu'elles soient obèses, maigres, jolies, ordinaires, homo, hétéro, éduquées, illettrées, je m'adresse à elles toutes. Ceci est mon legs. Est-ce qu'on écrit toujours pour transmettre aux générations futures ? Oui, sinon on écrit de façon nombriliste. Si on n'a pas quelque chose à dire et si on n'a pas la préoccupation d'être entendu, c'est-à-dire que le message arrive à destination, c'est juste de la vanité. C'est pour ça que c'est Cocteau qui disait que écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Donc si on n'écrit pas avec en tête qu'on parle à d'autres, qu'on s'adresse à d'autres, oui, c'est juste de la vanité. Parce que on écrit parce qu'on a quelque chose à dire. Et si c'est juste pour parler de soi, pour être admiré, bon, voilà, on peut aller voir un western dans ce cas-là. Alors, je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage a été une déflagration au moment de sa sortie pour la beauté de son écriture, comme vous l'avez rappelé, pour le geste politique que représente aussi le fait qu'une femme noire, dans les années 60, dise ce jeu, un jeu qui était politique, mais aussi parce qu'il contient le récit du traumatisme fondateur de la vie de Maya Angelou, le viol qu'elle a subi à l'âge de 8 ans, son agresseur étant le petit ami de sa mère. Après le viol, elle a parlé à son frère adoré, Bailey. S'en est suivi un procès et l'assassinat de l'agresseur, probablement par un de ses oncles. L'enfant d'alors, Maya Angelou, décide de cesser de parler, car elle comprend que les mots peuvent tuer. Elle se tait pendant 5 ans. 5 ans au cours desquels elle ingurgite, elle apprend même par cœur des kilomètres de littérature, Shakespeare, Dickens, Poe, Francis Harper, Anne Spencer. Tous ces textes, elle les a gardés en tête toute sa vie, elle les citait à tout bout de champ. Ça me rappelle quelqu'un. Ça change quoi à une vie d'avoir en stock, en mémoire, autant de mots ? Ça change de savoir qu'on ne sera jamais désarmé. Ça change de savoir qu'on appartient à la communauté humaine. Je pense que la première chose qui nous est commune, peut-être en compétition avec le rire, c'est vraiment la parole. Ça qui nous est commun, au-delà de
toutes les cultures, au-delà de toutes les langues, en tout cas au-delà de toutes les différences de culture, toutes les différences de langue, le fait de savoir qu'on peut parler, qu'on émet des sons et que ces sons ont un sens, ou qu'on peut s'arranger pour qu'ils aient un sens pour les personnes qui écoutent, oui, ça dit simplement notre appartenance à l'espèce humaine. Alors, ce traumatisme-là, moi, il a beaucoup compté pour moi. Il a beaucoup compté pour moi. Il y a 2 écrivains qui ont eu un traumatisme de même nature, enfin un autre qui a eu un traumatisme de même nature et qui a signifié aussi beaucoup pour moi, c'est Léon Gontran Damas. C'est un autre événement, c'est la mort de sa grand-mère qu'il élevait. Et à la mort de sa grand-mère, il est devenu muet. Et pour moi, ces deux marques d'une apparente faiblesse sont 2 expressions de puissance. Pour moi, c'est l'expression de la puissance de l'esprit sur le corps. C'est l'esprit qui décide comment vit le corps. Et alors, comme ce sont des enfants, on peut considérer que c'est la profondeur d'une blessure qui fait que le corps tombe en panne. En tout cas, un organe du corps tombe en panne. Mais ça dit tellement sur la puissance de l'esprit sur le corps. Moi, j'avais une conception de la puissance, avant de lire cela, une conception de la puissance de l'esprit sur le corps. J'étais intéressée depuis très longtemps, depuis gamine, aux révolutions dans le monde, au courage des révolutionnaires, à leur beauté aussi, parce que souvent, les révolutionnaires sont beaux, je ne sais pas pourquoi, mais ces gens qui ont de beaux visages, qui ont de l'allure, tu vois. Après, on les torture, donc on maltraite leur corps. Donc j'avais cette conception de la puissance, en tout cas de la force de l'esprit sur le corps, par ces figures révolutionnaires qui, pour la plupart, ont été torturées. Mais hors révolution, hors un combat où on s'engage, face à la vie, être confronté à un traumatisme et le traduire de cette façon-là, moi, ça me dit infiniment plus que le courage de ceux qui ont résisté à la torture. Ça me dit infiniment plus. Ça dit à quel point nous gouvernons nos corps. Et si nous sommes à ce point en capacité de gouverner nos corps, est-ce que nous ne pouvons pas gouverner nos vies? Donc ce traumatisme-là, pour moi, il est vraiment très, très chargé d'enseignement. En plus des bénéfices, c'est-à-dire des effets extraordinaires qu'ils ont eus sur Maya Angelou. Oui, ce sens de l'observation. On peut imaginer qu'elle a passé 5 ans enfant à absolument tout absorber par les yeux, par les oreilles, et que cette capacité qu'elle a eue après à tout restituer vient de ce silence-là, en fait. Maya Angelou, elle était connue pour écrire à la main sur un bloc-notes jaune, sans s'arrêter. Je voulais savoir comment vous écriviez, vous. Surtout ce roman, ce grand ballon que j'ai dévoré ce week-end, qui est un roman fleuve, qui nous emporte. Comment vous l'avez écrit? Merci. Alors moi, je suis une personne moins organisée, mais peut-être que lorsque j'écris, au moment où j'écris, j'ai une vie légèrement moins simple que celle de Maya, qui n'a pas une vie simple du tout. Hein. Elle a beaucoup bougé, elle est allée à l'étranger, puis à l'étranger, elle a voyagé avec curiosité. Elle a voyagé avec curiosité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas débarqué, et c'est important parce que vous connaissez l'expérience du Libéria notamment, par exemple, donc des Africains-Américains, vous connaissez l'histoire de Marcus Garvey, de son bateau, le retour sur la terre-mer, le retour aux sources, donc voilà. Et l'expérience du Libéria est une expérience assez désastreuse de ce point de vue, c'est-à-dire que les Africains-Américains qui y sont arrivés eux aussi un peu en terre conquise. C'est une expérience malheureuse parce que c'était un rêve du retour à la terre-mère, à la terre nourricière, sauf qu'arrivés sur la terre nourricière, ils n'ont pas traité avec respect, la plupart, ils n'ont pas traité avec respect les Africains qui vivaient là encore et qui étaient chez eux. Donc c'est une expérience malheureuse. Maya Angelou ne fait pas ça lorsqu'elle va au Ghana, par exemple, même en Afrique du Sud. Maya Angelou est dans la... Et lorsqu'elle va en Europe aussi, elle raconte comment en Croatie, comment en Albanie, elle apprend au moins quelques bribes des langues des personnes qu'elle va rencontrer et comment elle établit le contact grâce à cela. Donc elle a beaucoup bougé. J'ai commencé à expliquer pourquoi sa vie a l'air plus simple que la mienne, n'est pas plus simple. Elle a beaucoup bougé et elle a bougé intelligemment.
Moi, c'est peut-être pour m'excuser que je vous raconte tout ça, mais non, je n'ai pas envie de m'excuser d'ailleurs. J'écris beaucoup sur des cahiers. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous écrivez à la main. J'ai un cahier dans mon sac. J'ai toujours des cahiers, j'ai plein de calepins. J'écris plein de choses sur les cahiers et les calepins. Plein de choses. Sauf que quand je me mets à écrire, j'ai jamais le bon cahier sous la main. Et voilà, ça fait des années que c'est comme ça. Tous les essais que j'ai écrits, c'était comme ça. J'ai pris des tas de notes, j'ai développé sur des pages des argumentaires avec des exemples, etc. Au moment où j'écris, je n'ai pas le cahier. Au moment où, en tout cas, j'ai le temps et l'opportunité d'écrire, je n'ai pas les cahiers, je n'ai pas les bons cahiers, je n'ai pas les bons carnets, etc. Il m'est arrivé d'ailleurs, après qu'un livre soit déjà publié, de tomber sur ces parties-là. Ah, il y avait ce chapitre-là. Et puis parfois de dire, oh là là, ça aurait été plus joli ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouvais que c'était mieux écrit sur le cahier. Donc voilà, mais je ne suis pas Maya Angelou. Je suis pas... Alors comme elle, vous avez exploré tous les genres, l'essai, les mémoires, la fiction, à l'exception peut-être de la poésie, mais peut-être que je me trompe. J'ai écrit des poèmes. Ah, voilà, j'en étais presque sûre. Dans quel genre vous sentez-vous le plus utile ? Ah ben on n'écrit pas pour être utile, on écrit pour parler aux autres, on écrit pour sortir des choses de soi, on écrit, en tout cas moi, je ne peux pas dire. D'abord, non, je ne prétends même pas être utile. J'écris en partant de moi. Je sais où je vais vers l'autre, mais je pars de moi. J'écris, j'avais l'habitude de dire que j'écris, parce que tous mes livres avant, je les écris très très vite. Celui-là, pas mal vite aussi, pendant le confinement. Mais les autres, en général, je les écris en 2 semaines. Mes essais, je les écris en 2 semaines. Et j'ai toujours écrit avec une sensation de sommation intime. C'est-à-dire que j'écris à un moment où je ressens profondément, intimement, que sur ce sujet-là, il y a urgence à ce que je dise ça. Pas parce que ma parole est supérieure à d'autres, plus riche que celle d'autres, etc., mais parce qu'à ce moment-là, ma parole, nourrie par une expérience, par un combat, par un engagement, par des circonstances, cette parole-là, voilà, je dois l'offrir, je dois la mettre à disposition. Et puis on la reçoit ou on la rejette, peu importe. Mais voilà, donc... même les essais, je ne les ai pas écrits pour être utiles, je les ai écrits dans ce moment où je n'existe pas seule. Je n'existe pas seule, il y a des choses qui sont importantes et elles sont importantes à partager et elles sont importantes parce qu'elles doivent être partagées. Donc ça, c'est pour les essais, c'est quand même le genre dans lequel j'ai le plus produit. J'ai écrit des poèmes, mais il y a longtemps, en fait, l'ambition d'écrire des poèmes pour des enfants. Poèmes pour les enfants, c'est bien, ça n'a rare. rien à voir avec les enfants, finalement. En fait, je faisais plein de choses avec des enfants, pour des enfants, etc., lorsque j'étais parlementaire. Et dans ces expériences-là, j'ai recueilli toute une série de dessins. Des enfants m'ont offert des dessins juste magnifiques, extrêmement naïfs, mais qui disaient des tas de choses aussi, des espèces de tourments, d'incompréhension ou d'interrogation. Et j'ai trouvé ces dessins tellement beaux que j'ai eu envie de les publier. Et j'ai pensé que c'est un hommage. Avec le recul, je me dis, bon, finalement, j'aurais pu les publier sans rien d'autre. Je pensais que c'était un hommage d'écrire des poèmes, de les publier avec des poèmes, de les faire illustrer des poèmes. Et donc j'ai écrit des poèmes, mais à la relecture des poèmes, ils n'ont rien à voir avec les enfants, les poèmes. Sinon, j'écris des textes dont certains sont devenus des chansons. Des artistes ont su que j'écrivais, donc ils m'ont demandé, je leur ai donné. Mais ça n'était pas fait pour ça. Écrire des textes, c'est ma façon de me laver la tête. Donc la nuit, lorsque j'ai eu des journées particulièrement soit difficiles, soit très chargées, soit... Voilà, c'est un état d'esprit un peu particulier. Généralement, ça m'arrive vers 2h du matin. Je ressens la nécessité de me nettoyer la tête. Et donc, pour me nettoyer la tête, j'écris. Donc, ça fait des années que je fais ça. J'écris et je laisse dans l'ordinateur. Et puis, il y a quelques années, un peu moins d'une dizaine d'années, un artiste a su, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment,
il est venu me demander un texte. Je lui ai dit, ah ben moi, j'ai tas de textes. Il m'a dit, ah ben j'en veux d'autres. Et j'en ai trouvé une vingtaine. Et puis j'ai un fils qui est très doué en informatique, donc à distance parce qu'il vit à l'étranger. Il a raccordé tous mes ordinateurs, parce que j'ai écrit où je suis, hein. Donc il a raccordé mes ordinateurs et on a retrouvé des textes. Bon, mais ça c'est sans intérêt, c'est moi. Mais c'est qui l'artiste? On a une demi-info là, c'était qui? Ah non, c'était un artiste guyanais, il s'appelle Chris Combette. Ah, donc un chanteur? Il a chanté votre... Il est chanteur et guitariste. Il y a eu un CD qui a été fait, mais je vous raconte des tas d'histoires pour lesquelles vous n'êtes pas venus. Je décroche des scoops quand même, j'espère que vous appréciez. Avec une vingtaine de chansons, le CD venait d'être masterisé lorsque j'ai été nommée garde des Sceaux. Ah oui, ça tombait. Et ce sont les artistes qui ont pris la décision de différer la publication du CD. Sacré scoop, j'aime beaucoup cette information. Mais pour en revenir à Maya Angelou, oui, je crois que de toute façon, je pense que lorsqu'on écrit avec la présence des autres dans la tête, on n'écrit pas parce que pour montrer qu'on sait bien écrire, on écrit, en tout cas moi c'est ce que je ressens et c'est ce que je ressens lorsque je la lis, elle. On écrit avec la présence des autres en soi. Dans ces cas-là, je pense que franchement, le contact physique avec le crayon et le papier, le cahier ou le calepin, c'est un contact essentiel. Essentiel. C'est un vrai prolongement. Le clavier d'ordinateur n'assure pas de prolongement. C'est le cahier, voilà, les quadrilles, là, les carreaux, la couverture du cahier, là, voilà, cartonné, le stylo. J'en avais un tout à l'heure, il m'a taché, mais c'est un stylo, les stylos d'adolescent. Vous savez, il y a 4 couleurs. Donc, voilà, ça a un sens pour moi. Ça apporte des souvenirs, ça ramène des choses. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un bus et un monsieur me dit, enfin, il demande, on était 3 femmes là, hein, et puis il dit, vous n'auriez pas un stylo, vous n'auriez pas un stylo, en nous regardant toutes les 3. Les 2 autres le regardent étonnés, parce que c'est effectivement étonnant. Et donc, moi, j'ouvre mon sac et je prends un stylo. J'avais un stylo comme ça aussi, à 4 couleurs. Vous les connaissez, les stylos à 4 couleurs? Bien sûr, bah oui. Voilà. Et je lui prête. Et donc, il se met à griffonner des choses. Et puis, ma station de descente est arrivée. Donc, je me lève et il griffonne, toujours. Et puis, il me dit, ah, vous partez, vous descendez? Je dis, mais non, gardez-le. Je dis, oui, gardez-le, bonne soirée. Et je lui ai laissé le stylo. Je vais m'en acheter un autre, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis acheté un autre. Mais voilà, moi je trouve que voilà, les stylos, les cahiers, j'aurais pas pu lui prêter un ordinateur, il ne me l'aurait pas demandé. Ah, il ne me l'aurait pas demandé. Donc, ça voilà. crée ce lien humain. Et quand on lit Maya Angelou, je trouve qu'on sent le geste de l'écriture. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui a été écrit à la main. On ne peut pas écrire ce qui a été écrit là, même à la machine à écrire, je pense, parce que ça parle, quoi, ça vit, il y a le cœur qui bat dedans. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à sa vie de femme. Vous l'avez rappelé rapidement, Maya Angelou a mené une vie tambour battant, pour employer un cliché, mais qui lui va assez bien, je trouve. Elle s'est beaucoup éloignée de ce qu'on attendait d'une femme, a fortiori d'une femme noire en son temps. Elle a été chauffeuse de bus, cuisinière, mère maquerelle, danseuse, chanteuse... Cuisinière, cuisine créole. Mais bien sûr que je sais faire la cuisine créole. Elle a complètement dit-elle, bluffé. sans savoir... Complètement bluffée. Elle s'en est très bien tirée d'ailleurs. Elle s'en est absolument. Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, elle a été aussi mère à 17 ans, sans papa, mariée 2 ou peut-être 3. Choix. C'était un choix délibéré. Mariée 2 ou peut-être 3 ou voire 4, on ne sait pas trop. Elle n'a jamais totalement dit combien de maris elle avait eu. Est-ce que cette liberté de se définir, c'est ça aussi qui vous a inspiré chez elle? Oui, sans aucun doute. C'est là dans les premières phrases de ses premiers livres. Même la première autobiographie, la façon dont ça commence, le premier chapitre à l'église et cet enfant qui quitte l'église, qui quitte la messe à un moment et qui a une urgence de vessie. Et puis après, elle va chez sa grand-mère, donc elle est hors des chemins. Enfant déjà, elle est hors des chemins. Lorsqu'elle raconte aussi ce qu'elle vit à l'école, au collège, je crois que c'était un collège aux États-Unis, mais c'est l'école élémentaire, ou peut-être le début du collège. Lorsqu'elle vit très directement une ségrégation souriante.
Je me souviens oui, c'est bien dans ce livre-là, elle raconte une remise des prix. Et à la remise des prix, donc le proviseur, il y a 2 établissements jumelés en fait. Il y a un établissement pour les enfants blancs et un établissement pour les enfants noirs. Et donc c'est le même proviseur ou principal pour les 2 établissements. À la remise des prix, donc il y a la cérémonie chez les enfants noirs et il y a la cérémonie chez les enfants blancs. Et le proviseur explique que voilà, il a demandé l'année prochaine, ils seront encore mieux équipés parce qu'il a fait valoir que ce sont des élèves sérieux. Donc il a demandé qu'on leur place un truc de basket, là, comment ça s'appelle, un panier de basket, voilà. Donc il explique des tas de choses, il y aura un atelier, tout ça ce sera très bien et tout ça. Donc il faut qu'il soit content parce que lui il a vraiment plaidé pour montrer comment c'était des élèves qui méritaient. Et dans la cérémonie pour les enfants blancs, il explique comment des spécialistes, des chercheurs vont venir pour faire des conférences, que les orientations scientifiques seront renforcées, etc. Mais c'est d'une violence douce ou d'une douceur violente absolument hallucinante. Et Maya, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ce sont des choses qu'elle a ressenties ou si c'est après, en se les remémorant, qu'elle les a vécues comme ça. Il n'empêche que même si c'est en tant qu'adulte, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, elle est en capacité de revenir à son enfance et à ce qu'elle a éprouvé. Et elle dit en quelques phrases, « Il nous a eus, il nous a démasqués, il nous a débusqués. Nous nous sommes épuisés à étudier les grands auteurs, à retenir, à travailler, à être à la hauteur, à être les meilleurs. Nous nous sommes épuisés à cela, mais il nous a démasqués. Notre sort, c'est cela, le sport, les ateliers, la cuisine. Il nous a démasqués. » Cette phrase-là, au milieu de voilà, tous les efforts que des enfants font, tout ce qu'ils projettent, et cette sentence-là, calme, souriante, presque bienveillante, elle est bienveillante, hein. Je me suis battue, j'expliquais que vous valez la peine qu'on vous mette un panneau de basket et un ring, je crois qu'il y avait un truc pour la boxe aussi. Donc, juste ça, il nous a démasqués. Elle pourrait juste raconter et dire, bon, c'était décevant, etc. Non, il nous a démasqués. C'est-à-dire que nous, juste du fait de notre apparence et de notre appartenance, juste de ce fait-là, nous avons un destin. Voilà, il est fatal, il est écrit, on n'en sort pas. Et nous avons cru que nous pouvions en sortir par l'éducation. Nous avons fait des efforts, nous avons été brillants. Mais il nous a démasqués. On n'en sort pas. Juste ces 4 mots-là, moi, je les trouve terrifiants. Et vous racontez cette scène, ce qui est la scène inaugurale de la partie sur son enfance, où elle quitte cette église, et elle quitte l'église en ayant le sentiment de faire quelque chose de très très mal. On a l'impression qu'elle va se faire gronder, qu'il va y avoir un drame, et dès qu'elle a couru 3 pas, elle éclate de rire et elle éclate de joie. Et je trouve que dans tous ces récits, il y a toujours cette fuite. Il y a toujours un moment où son destin bascule, où il y a quelque chose qui tourne mal. Voilà, dans ces histoires de mère Macrel, il y a toujours un moment donné où il y a la police qui débarque, ou quelqu'un d'affreusement raciste qui la prend en chasse, et elle se barre. Et c'est vraiment, ça me fait presque penser à Virginie Despentes, en vous le disant. C'est on se lève et on se casse, quoi. Elle a toujours fait ça, en fait, toute sa vie. Elle n'a jamais voulu rester attachée à l'endroit où on voulait l'attacher, en fait. C'est une... Je vais dire que c'est une révoltée, mais c'est juste une révoltée contre un ordre. C'est pas une personne qui hurle. Elle a une joie de vivre extraordinaire. Elle est chanteuse, elle est danseuse. Elle est danseuse, et lorsqu'elle raconte, par exemple, le costume qu'elle s'est fabriqué pour sa première danse avec, je ne sais plus comment il s'appelle, l'espèce de Freddy, là. Voilà, elle y met de la sensualité. Beaucoup trop sexy, beaucoup trop échancré. Voilà, c'est complètement extravagant. Elle a une petite poitrine, mais c'est tout juste si elle ne va pas toute nue. Elle a son truc bas, là, on le devine. Les French Cancans, c'est de la rigolade. Donc, elle est comme ça, elle a une joie de vivre, elle a un feu intérieur qu'elle laisse sortir par tous ses pores, par tous ses sens.
Et je crois que c'est ça qui défie la vie, qui défie. Elle se sort de toutes les situations. Les plus inquiétantes, les plus graves, les plus potentiellement tragiques, elle s'en sort. Elle sent venir, parce qu'elle a une intuition phénoménale aussi, hein, elle sent venir le moment où ça va être fatal, elle se tire pile à temps. Et on sent bien qu'elle n'affabule pas, c'est-à-dire que c'est... Et ce qui est extraordinaire aussi dans son écriture, c'est, vous disiez d'ailleurs, hein, des romans autobiographiques. C'est vraiment une écriture romancée sur une vraie vie. C'est pas un journal, du tout. Non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle a vraiment révolutionné la forme et le style autobiographique. C'est parce que l'autobiographie, voilà, c'est très nombriliste souvent, c'est assez abrupt. Là, c'est très fluide, c'est lyrique, c'est très beau. Elle a une façon aussi d'amener les situations. Elle les amène par quelques phrases. Elle a une façon de se regarder elle-même. Dans ce livre-là, par exemple, lorsque son frère lui fait remarquer, elle se plaint. Voilà, elle sort de... Puis elle est coutumière des chagrins d'amour. Hein. Ah, ça, je voulais qu'on en parle. On Ouais. garde ça pour tout à l'heure. Elle est coutumière des chagrins d'amour. Donc là, elle sort d'un chagrin d'amour. Elle est jeune, hein, elle doit avoir 19 ans. Un homme qui a été très honnête, très beau, irrésistible, machin, comme il y en a dans la moitié, comme la moitié de cette salle. Donc, en général, c'est moi qui drague. Hein. Donc, elle tombe sous son charme, mais il est très honnête. Il lui dit tout de suite qu'il est là en célibataire pour 2 mois à peu près, mais qu'il a une fiancée qui va le rejoindre. Donc, il a 35 ans, elle en a 19. Donc, il l'initie d'une certaine façon à l'amour. Et ça a du sens hein, qu'il l'initie parce que elle a un enfant à 17 ans, mais c'est elle qui a choisi. Elle a choisi le copain de classe avec qui elle va faire l'amour. Elle a décidé que c'est pour avoir un enfant et elle a décidé que lui il peut s'en aller. Donc, même si elle dit à un moment, il aurait pu au moins me proposer le mariage, que j'ai le plaisir de lui dire non. Donc, il y a cette aventure avec Curly. Et puis, quand la fiancée de Curly arrive, et Curly avait été honnête et clair, hein, il avait dit. Donc, elle s'apitoie un peu sur son sort et elle raconte ses déboires à son frère, parce qu'ils sont vraiment très, très intimes et très liés. Et son frère lui fait remarquer que, bon, finalement, elle a l'air de se complaire. C'est fini, mais il faut arrêter de se complaire dans cette espèce de chagrin d'amour. Et elle-même a dit, oui, ma foi, finalement, c'est vrai, on dirait que je suis toute contente d'être debout sous le réverbère, comme ça, et de me plaindre, et de souffrir, Mais avoir un tel regard sur soi, je trouve ça fabuleux. De quoi vous voulez avoir peur après ? Il ne peut rien vous arriver. J'adore que vous en veniez à l'amour, parce que c'était ma prochaine question. Dans le documentaire And Still I Rise, que je recommande vraiment à tout le monde de regarder, il est sur Netflix, tout le monde peut le voir, parce que vous avez des codes évidemment volés à quelqu'un que vous connaissez. Son fils, donc Guy Johnson, dit qu'elle a eu bien souvent le cœur brisé. Et c'est vrai que ces histoires d'amour, quand même, à chaque fois, on est là, mais c'est pas possible, Maya, c'est dur, quoi. Et pourtant, je me suis demandé, est-ce qu'elle aurait été Maya Angelou si elle avait été correctement aimée par le même homme toute sa vie ? J'espère qu'elle aura au moins trompé quand même. Hein. Quand j'étais mariée, j'étais fidèle, hein, moi. J'étais fidèle par manque de temps, d'ailleurs. On a une vie. Je serais embêtée. Elle se serait embêtée. Non, mais Ouais. c'est comme toutes ces figures, ces grandes figures féministes qu'on croise dans l'histoire, les Olympe de Gouges, qui sont toujours des veuves en réalité, qui ont réussi à échapper au destin de la femme mariée et qui ont pu ainsi s'accomplir et devenir elles-mêmes. Oh, il y a sûrement dans l'histoire des femmes mariées épanouies aussi, hein. On cherche. 2 minutes. J'ai été mariée 2 fois. Hein. Non, je pense que ça doit exister. Moi, je pense qu'on peut être marié épanoui, ça dépend du mari. Ça dépend du mari. Non, c'est-à-dire que si c'est un homme intelligent qui comprend que sa vie à lui sera d'autant plus belle que sa femme est épanouie, qu'elle s'enrichit de rencontrer d'autres, de faire autre chose, etc. S'il est assez intelligent et sensible pour comprendre ça, je pense que la femme mariée peut être heureuse et épanouie. Mais non, c'est bien qu'elle ne soit pas restée mariée longtemps à chaque fois, parce que
Et à chaque fois, évidemment, elle vit des aventures qui ne sont pas très programmables lorsqu'on est marié. Elle aurait moins voyagé, encore qu'elle a voyagé avec un de ses époux. Oui. Elle est allée en Afrique du Sud. Voilà. Après, elle va au Ghana après la séparation. Mais oui, elle aurait sûrement moins voyagé. Elle aurait été moins réceptive aux autres, peut-être. Elle aurait été... parce que ça a des contraintes, effectivement. Je sais pas, j'ai pas envie de faire une théorie sur le mariage, là. Je sais pas. Si on est bien dans le mariage, on se marie. Si on n'est pas bien, on se marie pas, c'est tout. Est-ce que d'avoir eu le cœur brisé, ça l'a peut-être rendue meilleure poétesse et meilleure écrivaine? Ah, c'est sûr que si on a un bonheur plan-plan tous les jours, on ne doit pas avoir des idées particulièrement lumineuses. Oui, la souffrance, quelle que soit sa forme d'ailleurs, hein, la souffrance, ça aiguise la sensibilité. Il ne s'agit pas de vivre pour souffrir, hein. Il y a des ordres religieux qui s'occupent de ça, mais la vie, c'est fait de croche-pattes, de choses inattendues, de difficultés, de malheurs. On perd des gens qu'on aime, on perd un amoureux qui trouve la mauvaise idée de tomber amoureuse de la meilleure amie parfois. Donc on a des épreuves dans la vie. Et on peut interroger ces épreuves. En tout cas, on peut se rendre disponible pour que l'épreuve nous enrichisse, pour qu'elle polisse des choses en nous, ou qu'elle acère, au contraire, des choses en nous, qu'elle nous rende plus conscients de nous-mêmes, qu'elle nous rende meilleurs, ou plus exigeants, ou plus quelque chose. Oui, sans doute qu'une vie un peu chaoteuse et chaotique est une vie qui potentiellement, mais il y a des personnes qui n'y survivent pas, hein. Il y a des personnes qui font des dépressions, il y a des personnes qui en souffrent, il y a des personnes qui se suicident, voilà, donc une vie difficile avec beaucoup de souffrance, il faut pouvoir quand même affronter la souffrance, il faut la digérer. Donc ça a été la vie de Maya, ça a été sa vie. Je pense qu'on peut faire des hypothèses, mais il demeure que ce fut sa vie et que son tempérament, son caractère, sa volonté ont fait qu'elle en a fait quelque chose d'extrêmement précieux. Je voulais qu'on parle aussi de sa beauté et de son élégance. Quand on voit les vidéos, les épaules, ses jupes fendues, ses jambes, et puis d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, même à 70-75, on voit des soirées où elle danse, avec un corps complètement délié. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez danser, notamment dans ces vidéos où elle était Miss Calypso, si sensuelle, si libre? Qu'est-ce que vous font ces images-là? C'est juste conforme à ce qu'elle écrit. C'est conforme à ce qu'elle écrit. On sent son amour du chant. Il y a quelque chose de très voluptueux dans la façon dont elle parle de la période où elle chante. Elle a... oui, quand elle danse, et mais quand elle écrit aussi, moi, sa parole est sensuelle, hein. Ouais. C'est une écriture très, très, très sensuelle. Moi, je l'aime comme ça. Je trouve qu'elle est... Oui, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Elle est juste naturelle. D'ailleurs, elle dit, hein, on dit qu'elle est longue parce qu'elle est très grande. Elle fait plus d'1m80, je crois. Elle fait ça, ouais. Oui. D'ailleurs, elle dit que, quand on parle d'elle, on dit qu'elle est longue comme un jour sans pain. Bon. Mais moi, toutes les photos que j'ai vues de Maya Angelou, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle et sensuelle. C'est-à-dire qu'on voit... D'ailleurs, je crois que c'est dans... Je ne sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Elle a une... Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être dans Tant que je... The Heart of a Woman. Tant que je serai noire, c'est ça? Tant que je serai noire. Elle parle d'un moment où son fils ado, son fils Guy, donc ado, reçoit des copains. Ils ont une quinzaine d'années. Et alors, je n'ai pas relu depuis très longtemps, mais je crois qu'il y a une scène où les copains sont en train de bavarder, ils parlent un peu de filles, etc. Et elle réalise, elle n'a que 17 ans de plus que son fils, hein, et elle réalise qu'elle a le dos nu, enfin, elle a peut-être une robe fondue. Elle réalise quand même que d'un coup, elle est une femme désirable, quoi.
dans la même pièce que 3 gamins qui s'éveillent eux-mêmes au désir. Et il me semble me souvenir qu'elle se précipite et elle va se changer. Donc, moi, je pense que physiquement, elle devait dégager une espèce de vous savez, il y a des trucs olfactifs, là, moi, je ne sais pas... Les phéromones. Voilà. Il paraît qu'il y a des choses comme ça, hein. On dégage des espèces de vibrations, là, qui remuent complètement des personnes autour de nous et qui leur instillent du désir, enfin, un truc un peu ce genre-là. C'est notre côté mammifère, sans doute. Voilà, donc je pense que c'est une femme tellement sensuelle qu'elle devait même sentir elle-même qu'elle troublait. Qu'elle provoquait ça autour d'elle. Et c'est quelque chose qu'elle tenait, j'ai l'impression, de sa mère. Sa mère qui était une femme extrêmement belle, élégante. Alors, elle lui a consacré un portrait publié en français sous le titre Lady B. Et au tout début de ce portrait, il y a le début de la vie de sa mère. La première décennie du XXe siècle n'était pas une bonne période pour naître noire, pauvre et fille à Saint-Louis, dans le Missouri. Mais Viviane Baxter est née noire et pauvre, de parents noirs et pauvres. Puis elle grandira et on dira d'elle qu'elle était belle. Et elle le renvoie encore à cette beauté, en fait, dont vous parliez à l'instant. Mais elle a mis toute sa vie à réussir à écrire sur sa mère. C'est une figure qu'on croise, en fait, dans tous les romans autobiographiques de son enfance. Mais elle a attendu très tard pour s'y confronter. Pourquoi, vous pensez ? D'abord, elle est fascinée par sa mère. Elle est fascinée par sa mère, parce que sa mère est une très forte personnalité. Et c'est une femme, et aux États-Unis, justement, en première moitié du XXe siècle, ça ne s'est pas tellement amélioré après, bon, mais ça s'est un peu amélioré dans les textes de loi. Ça ne s'améliore pas dans l'application de certaines lois. Mais elle s'est taillée un chemin à coups de grandes sabrées, Viviane Baxter. Et Maya voit ça, même si Maya passe assez vite, elle doit avoir 4 ou 6 ans lorsqu'elle est envoyée chez sa grand-mère. Après, lorsqu'elle vient, non, plus jeune même, parce que c'est à 7 ans qu'elle revient. Ouais, à 7 ans qu'elle revient chez sa mère. Sa grand-mère et après elle y retourne. Ouais. 7-8 ans et qu'elle est violée. Donc, mais elle voit sa mère. Elle voit sa mère et le contraste est terrible entre sa grand-mère et sa mère. Hein, sa grand-mère, c'est une vieille dame, sage. Et d'ailleurs, là, il y a le retour chez la grand-mère et une scène que vous allez découvrir en lisant le livre, qui dit tellement, lorsqu'elle va faire l'intéressante dans le grand magasin, et que sa grand-mère se rend compte que parce qu'elle a fait l'intéressante et qu'elle est allée se montrer, on est dans le sud, hein, à Stamps, et donc elle parle haut comme ça à des vendeuses blanches, et elle commande des choses, etc., et elle se montre, et la grand-mère comprend qu'elle est en danger. Et la grand-mère la chasse, c'est-à-dire la grand-mère organise immédiatement son départ. Encore une fuite. Et voilà. Et sa grand-mère lui dit, est-ce que tu crois que parce que tu es allée à l'université, ça va empêcher les jeunes gens blancs de te coincer, de te violer sur la route? Est-ce que tu crois que ça va empêcher qu'on te lynche? Est-ce que tu crois que ça va empêcher ça, quoi? Donc c'est terrible parce que la grand-mère et la chasse immédiatement. Elle a organisé son départ. Donc dès que Maya arrive, elle doit embarquer et repartir parce qu'elle est en danger de mort. Donc là, il y a une marque à la fois d'amour, de protection et de force morale. Donc ça, c'est la grand-mère. Et puis, il y a la maman. La maman, c'est une femme extraordinaire. Je pense qu'elle était éblouissante, Viviane Baxter. En tout cas, telle qu'on la découvre à travers l'écriture de Maya Angelou. C'est une femme, mais qui s'est ouvert la voie vraiment avec une détermination impressionnante. C'est-à-dire que, hors la loi... Mais les trucs de maquerelle et de prostituées, enfin, pas maquerelle, comment on dit, proxénète. De mère maquerelle, oui, ou proxénète. Oui. C'est pas joli, mère maquerelle. Il y avait un truc très, très misogyne derrière ça, oui, j'en suis sûre. Ouais. Bon. En tout cas, elle a fait proxénète. Pour utiliser, et sa mère s'en fout, elle ne la juge pas du tout. Un mot reconnu par l'Académie française. Mais non, sa mère ne la juge pas et elle ne juge pas sa mère. Elle ne juge pas sa mère. Elle est fascinée par sa mère, même quand sa mère fait des coups. Quand sa mère l'appelle, quand sa mère a un peu saigné un homme qui est venu lui faire un amant occasionnel qui se prend pour un permanent et qui lui fait une histoire par rapport à un ami qui n'est même pas un amant qui fait.
et qui la menace. Et dans ces milieux-là, à ces périodes-là, ça se menace au rasoir. Donc, sauf qu'elle a mis un rasoir dans sa poche aussi. Et c'est elle qui le saigne. Et c'est elle qui appelle l'ambulance pour qu'on vienne le chercher. Et c'est elle qui appelle la police après aussi pour en finir avec cette histoire que ça ne traîne pas, quoi. Donc, c'est ça, Viviane Baxter. Et Maya est juste... elles ont une relation extraordinaire parce que Viviane raconte ça à Maya. Quand Maya arrive et qu'elle voit qu'il y a la police, il y a l'ambulance, il y a du sang, sa maman lui dit « T'inquiète pas, je vais à la police, je reviens tout à l'heure et attends-moi, je te raconterai ce qui s'est passé. » Et quand elle revient, effectivement, il lui raconte. Il lui a dit, tu te rends compte, il fait une scène, etc. Et puis, je lui dis, tu te calmes, va m'attendre dans la chambre, je viens t'expliquer. Et quand je le rejoins dans la chambre, il me menace avec un couteau, sauf que moi, en passant, j'ai pris un rasoir. Et voilà, et je l'ai saigné. Donc, et c'est raconté, mais c'est tellement banal. C'est tellement ordinaire comme scène. C'est la vie. Et Viviane Baxter, c'est ça. Et elle dit, je parlais des principes d'éducation tout à l'heure, elle dit à sa fille quelque chose d'absolument prodigieux. Elle lui dit, tu fais ce que tu veux. Si tu veux être une putain, tâche d'être la meilleure. Ouais. Après ça, vous ne pouvez pas avoir peur de la vie, quoi. Mais il y a quand même un abandon aussi. Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi le fait qu'elle ait tant tardé à parler de cette mère effectivement flamboyante qui l'a libérée de tout, tout en la poussant toujours au meilleur. Il n'y avait pas aussi ce traumatisme aussi du fait qu'elle ait abandonné tout bébé en fait. Ses parents ont divorcé, je crois qu'elle avait 2 ans et elle a été déposée chez la grand-mère. La mère est partie vivre sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rancune, quelque chose qui traîne? Je ne sais pas si c'est une rancune parce qu'elle-même, elle s'en explique, Maya, lorsqu'elle dit par exemple que sa maman lui propose de prendre en charge son fils, Guy, le fils de Maya, donc à un moment pour permettre à Maya, je crois, d'aller dans un emploi ou enfin répondre à un emploi. Et Maya dit, il n'y a pas de raison que je lui confie mon fils. Si elle n'a pas été capable d'élever ses propres enfants, je ne vois pas pourquoi. Moi, je trouve cette parole-là très apaisée. Ouais. Je la trouve très apaisée. C'est-à-dire que ça n'est pas une parole de reproche, ce n'est pas une parole de si je suis aussi tourmentée, si je ne peux pas rester avec un homme, si je change de boulot sans arrêt, si je tombe amoureuse et que le gars s'en va, etc. C'est parce que j'ai des traumatismes d'enfance et que ces traumatismes sont d'abord familiaux et liés à une absence maternelle, à un manque, à un défaut d'amour maternel. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Mm-hmm. Elle dit, non, je me débrouille avec mon enfant parce que ma mère n'a pas pu s'occuper de ses enfants à elle. C'est pas des miens qu'elle va s'occuper. Donc, enfin, c'est pas du mien qu'elle sera capable. Moi, je n'ai pas, ni dans Lady B, ni dans Mom, Me and Mom, ni même dans ça, je n'ai pas le sentiment qu'elle en veuille à sa mère. Moi, je la trouve vraiment fascinée par sa maman. Et apaisée, ouais. Mm. Troisième volet, Maya, la militante. Le meilleur ami de Maya Angelou, à part son frère, je pense, c'était l'écrivain africain-américain James Baldwin. Elle l'appelait Jimmy, je trouve ça quand même très classe. Romancier, grande voix de la lutte antiraciste. Elle avait aussi noué des liens très forts avec Martin Luther King, avec Malcolm X. C'est à leur côté qu'elle a participé activement à la lutte pour les droits civiques. Elle a même coordonné à un moment de sa vie la Southern Christian Leadership Conference, organisation qui avait été fondée par Martin Luther King. Et je me suis demandé s'il était important qu'il y ait de l'amitié dans le combat militant. Ah, c'est indispensable. Alors, on n'est pas obligé d'être amis avec chaque personne, mais au niveau de la direction, de l'orientation, militer, c'est vouloir améliorer le monde quand même. Hein. Militer, la pulsion militante, c'est l'amour, enfin. C'est parce qu'on ne se satisfait pas du monde, c'est parce qu'on veut changer le monde. Alors il y a des gens qui veulent changer le monde parce qu'ils ont des schémas très carrés dans leur tête, ils sont très doctrinaux, et voilà, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut organiser la société. Ces gens-là ne sont pas mus par l'amour, mais
les gens qui vont militer, qui passent des nuits, qui rentrent tard chez eux, qui mettent une partie de leur salaire, qui s'oublient, qui mangent en retard ou qui ne mangent pas, etc., ce sont des gens qui aiment le monde, qui aiment leur société, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui aiment leurs concitoyens, leurs concitoyennes, etc. Donc il y a de l'amour dans l'acte de militer. Dans l'engagement, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Sinon, de toute façon, on n'y survit pas. Ou alors on devient un baron. Bon, ou alors on devient un baron. Mais oui, il faut avoir confiance, parce que on met réciproquement sa vie entre la main des autres, notamment dans ces pays, à ces périodes-là. C'était très dangereux de faire... Absolument, absolument. Ouais. Donc on confie sa vie aux autres, à ceux avec lesquels on milite. Donc moi je crois qu'il faut de la confiance, il faut de l'amitié, il faut de l'amour. C'est le carburant premier pour une vie militante, notamment dans les années 60, notamment dans ces combats pour les droits civiques, avec les répressions, les oppressions, les meurtres. Voilà. Martin Luther King est assassiné le jour de son anniversaire. Malcolm X est assassiné peu de temps après qu'elle soit rentrée justement pour militer avec lui. James Baldwin s'en va. Il vient en France et après il va vivre à Saint-Paul-de-Vence. Mais oui, il faut beaucoup d'amour pour militer. Sinon, c'est féodal, c'est seigneurial, c'est voilà. Si ça n'est pas l'amour le liant, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est la compétition, la rivalité. Et c'est pour ça que les partis politiques, dont certains en particulier qui me sont un peu plus chers, je peux me mettre plus cher au singulier, finissent par une espèce de confrérie de barons où les gens se détestent. J'ai vu des haines terribles entre des gens qui militaient dans le même parti. Mais c'est juste le constat d'échec le plus total, de détester l'autre qui est censé être motivé par le même idéal que vous et qui vient là, qui ne va pas chez lui, qui ne va pas au cinéma à ce moment-là, qui vient là, dans le local, pour réfléchir ensemble, pour travailler ensemble, pour essayer de transformer la vie des autres. On ne milite pas pour soi. On ne milite pas pour soi. Quand on milite pour soi, c'est un soi collectif. Je pense par exemple aux luttes ouvrières. Je pense au combat syndical, par exemple, c'est pour soi, parce que ce sont des revendications corporatistes, catégorielles, etc., mais d'amélioration matérielle de la vie. Mais si on veut améliorer sa vie matériellement, c'est pour l'améliorer qualitativement, culturellement. C'est pour avoir du temps pour aller faire autre chose qu'être simplement abruti par le travail. Donc ça, c'est militer pour un soi collectif. Mais le militantisme politique, c'est militantisme pour les autres. C'est pas pour améliorer sa situation qu'on milite. Et quand ça devient ça, parce que malheureusement ça devient ça, quand ça devient ça, ce sont des engagements pour obtenir une investiture, pour avoir une circonscription, pour avoir un canton, pour avoir un département, pour avoir une mairie. Mais c'est déjà gâché quand c'est comme ça. Et d'ailleurs, en général, c'est moche. En général, c'est moche, c'est pas sympathique. Les gens ne viennent pas. Il y a ceux qui sont intéressés, mais la base elle-même, elle déserte parce qu'elle le perçoit très vite. Vous parlez de politique comme d'écriture. Vous avez employé les mêmes mots. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. On ne milite pas pour soi, on milite pour les autres. C'est intéressant. Vous avez tant fait les deux. Je ne vais pas penser, je vous réponds spontanément parce que j'ai quand même déjà une longue vie derrière moi et que c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis. C'est sûrement l'unité même de ma pensée, de mon éthique de vie. C'est comme ça que je vis. Moi, je peux une tête de bourrique, si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le ferai pas. Vous me fouettez, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Voilà. Mais si j'aime, même si c'est très risqué, je vais le faire. Si je sais... En plus, je trouve que c'est un privilège extraordinaire de faire quelque chose qui apporte du bonheur, qui apporte du bien-être, du mieux-être, du bonheur. C'est un privilège extraordinaire. Donc, lorsqu'on a la possibilité d'être dans cette situation et de faire... oui, non,
Oui, l'amour tout le temps partout. L'amour. Ah, quand il faut cogner, je cogne. Je veux dire que c'est pas l'amour béat. Hein. Je n'aime pas les crétins, je n'aime pas. Voilà, il y a des tas de gens que je n'aime pas. Pas pour leur personne, mais pour leurs idées, leur comportement, pas forcément contre moi d'ailleurs, pas forcément contre moi. Les gens qui sont contre moi, vous en avez connu quelques-uns. On en a un ou deux en tête. Pendant quelques années, voilà. Ceux-là pour moi, à la limite, ils n'existent même pas. Je veux dire que je ne leur ouvre pas la porte de ma vie. Donc je n'ai pas à les aimer ou ne pas les aimer parce que je les laisse à la porte. Ils vocifèrent, ils vitupèrent, ils cognent, ils frappent, ils piaffent, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je ne suis pas concernée par leur vie, par leurs pensées, etc. Mais on peut être des personnes proches ou des personnes qu'on croit connaître, etc. Ces personnes-là, on peut être en désaccord avec elles. S'il y a toujours un filet d'amour, on trouve le moyen de se parler. Moi, c'est cet amour-là que j'aime. J'aime pas aveuglément. Je n'aime pas aveuglément. Je n'aime pas. Je suis pas une bonne sœur. Je ne suis pas une sainte. Je ne compte pas le devenir. Je peux détester, mais alors allègrement. Donc voilà, lorsque je parle d'amour, je ne parle pas d'amour béat, où on aime tout le monde, où on sauve tout. Moi, j'ai du mal avec Martin Luther King, hein, franchement. Waouh, il faut la lâcher celle-là quand même. Non, mais franchement, et depuis mon adolescence, ça n'enlève rien au respect. J'ai un respect inouï pour l'homme, inouï. Un respect, une affection, franchement inouï. Mais quand l'autre là vient me frapper, je me mets à genoux. Ah non. Donc, le problème, c'est peut-être moi. Je ne suis pas capable de m'élever au stade où... Alors, Martin Luther King, quand même, il y a un jour, il a dit, moi, je commence à en avoir assez d'être emprisonné. Chaque manif, il faisait un moment au trou. Donc, il y a un jour où il dit, quand même, je suis là de tâter de la geôle et de la paille. Bon. Donc... Mais moi, je dis franchement, alors c'est pas, vous connaissez le slogan, pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule, vous connaissez ce slogan-là. moi, je n'en suis pas là, je ne suis pas pour la loi du talion, et des choses comme ça. Mais les histoires, bon, Gandhi, c'est pareil. Pourtant, ça aboutit, Gandhi, hein, parce que c'est comme ça que l'Inde a fini par être indépendante par rapport à l'Empire britannique. Mais les histoires des gens qui ne rendent pas les coups, là, moi, j'ai un peu de mal. Donc, lorsque je parle d'amour, je parle vraiment d'amour. C'est-à-dire que je fais une différence. Quand je vous aime, je vous aime. C'est pas j'aime tout le monde. Je vous aime, vous, singulièrement. Donc, voilà, même quand j'écris ou que je milite, il y a de l'amour, mais il y a des adversaires. Il y a des gens qui veulent un autre monde, une autre société, d'autres relations. Il y a des luttes, quoi. Absolument. Et ceux-là, je ne vais pas les regarder pour leur dire je vous aime et le royaume des cieux. Non, hein, je vous cogne. Je vous cogne parce qu'en plus, ce n'est pas à moi que vous pouvez faire du tort. Vous allez faire du tort à des personnes que moi, donc, je ne serai pas en capacité de protéger. Voilà, donc mon amour, c'est pas, voilà, c'est vraiment de l'amour, quoi. C'est vraiment. On parle de lutte et je me demandais les combats d'hier, ceux de Maya Angelou, de Baldwin, mais j'aurais pu aussi citer Angela Davis ou Lorraine Hansberry. Est-ce qu'ils sont encore ceux d'aujourd'hui ? Il y a quelques combats qui reviennent, malheureusement. Hein. On le voit aux États-Unis, mais on le voit ici aussi. On ne va pas dire pour autant que rien n'a changé, on ne va pas dire que les générations précédentes ont tout échoué, n'ont rien gagné, n'ont rien réussi. Aux États-Unis, on tue allègrement, et pas seulement on tue allègrement, parce qu'il y a le problème des armes, hein, des armes à feu, on tue dans les collèges, on tue dans les lycées, on tue dans les écoles élémentaires et les maternelles. Et puis, il y a aussi une police qui tue, et qui tue davantage, pas seulement, mais davantage de personnes africaines-américaines et principalement des hommes. C'est intéressant et la littérature nous apprend plein de choses. Bon.
lorsqu'on regarde les statistiques, par exemple, on se rend compte qu'effectivement, les polices, parce qu'il y a des polices d'État, les polices américaines tuent beaucoup d'hommes noirs, africains-américains. Tuent parfois des femmes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Il y a Breonna Taylor, vous savez, voilà, qui a été tuée à son domicile, dans son lit, par des policiers. Mais d'une façon générale, les victimes, ceux qui font un footing tranquillement, ceux qui sortent d'un magasin, ceux qui marchent, voilà, c'est la littérature qui nous alerte, pas sous cette forme-là, hein, je le dis très vite parce que nous sommes dans un échange avec un temps limité, mais c'est la littérature qui nous alerte sur le rapport de la société dominante blanche au mal africain-américain. C'est la littérature qui nous alerte, même sans vouloir le faire d'ailleurs, mais lorsqu'elle raconte, elle nous montre ce qui arrive aux hommes, y compris pendant la traite négrière et l'esclavage. Quel rôle est donné aux hommes, de quoi on prive les hommes délibérément. Donc c'est le fait que des Africains américains soient tués aujourd'hui encore, ça ne veut pas dire que les luttes des années 60 n'ont pas abouti. Il y a des textes de loi, quand même. Il y a des institutions, il y a des procédures, il y a la possibilité, normalement, de faire justice. Sauf que la justice est tellement défaillante, ou en tout cas, elle choisit si souvent de défaillir, qu'on constate bien de l'impunité. Donc, les luttes ont porté, elles ont abouti, mais il y a un démon qui travaille cette société. Il y a un démon qui travaille cette société. Et il y a, lorsque je parlais de la littérature, je pense par exemple à Le Chant de Salomon de Toni Morrison. Il y a un échange entre deux post-adolescents. Et il y a un qui explique qu'il appartient à une espèce de confrérie des 7 jours. Ce sont 7 hommes qui ont décidé de maintenir la proportion d'Africains-Américains dans la société américaine. Et donc, chaque fois qu'on tue un Africain-Américain, l'un d'entre eux est chargé de tuer, sous la même forme, exactement sous la même forme, un citoyen blanc. C'est terrible. Et Toni Morrison, sur 5 ou 6 pages au moins, provoque un échange entre ces deux hommes. Et parce que c'est Toni Morrison, évidemment, c'est inacceptable. Mais ce n'est pas juste c'est inacceptable, c'est scandaleux. Ça prend 5-6 pages. Parce qu'il faut en parler. Parce qu'il y a des choses à dire. Parce que même celui-même qui appartient à cette confrérie, et qui le dit, mais vraiment dans un acte de confiance absolue à son camarade, lui n'est pas en train de dire que c'est bien, que c'est magnifique, que c'est... Non, lui est dans le tourment. C'est-à-dire, il n'y a personne pour le justifier. Mais il y a le problème, on ne peut pas juste regarder et se laisser tuer comme ça. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins maintenir, il faut y penser quand même, maintenir la proportion de personnes africaines-américaines dans la société. Donc c'est pour vous dire que cette société, elle est travaillée par quelque chose, elle est travaillée, quand vous lisez, pas seulement la littérature d'ailleurs, hein, y compris des essais, des gens comme Baldwin, par exemple, quand vous lisez, vous voyez bien que cette société a quelque chose de particulier dans son rapport à la démocratie. C'est la grande démocratie, c'est le pays de la liberté, mais c'est un pays, comme disent certains auteurs africains-américains, qui accepte tous les Blancs d'où qu'ils viennent, même s'ils viennent d'arriver. Donc il y a eu des immigrations d'Europe, évidemment, après le Mayflower, et après, bon, il y a eu des immigrations d'Europe. Alors il y a la question, évidemment, de leur rapport avec les natives, les Amérindiens. Mais après le Mayflower, après des générations, bon, mais des Irlandais sont arrivés, des Italiens sont arrivés, d'autres Anglais sont arrivés, des Écossais sont arrivés, etc. Tout le monde peut s'intégrer. Tout le monde peut s'intégrer. Et on voit, des Allemands sont arrivés. Une bizarre association d'esprit, parce que, voilà, je sais pas, par hasard, j'ai pensé au président des États-Unis. Donc... son grand-père est un immigré allemand. Donc voilà, ils peuvent tous, voilà, ils ont leur place parce que effectivement pour eux, le rêve américain a un sens.
Pour eux, on peut, même si on n'est rien au début, par ses propres talents, par son courage, par son travail, par voilà, ses propres efforts, on peut grimper l'échelle sociale. Et ceux qui sont là depuis 1619, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et ce slogan qui enveloppe toutes ces manifestations, Black Lives Matter, je trouve qu'il renvoie à Maya Angelou. Parce qu'en fait, Maya Angelou, elle a dit « ma vie de femme noire a une importance », elle en a même fait l'ensemble de son œuvre et de sa littérature, et je trouve que ça traverse, que ça résonne très fort. Mais vous restez aux États-Unis, et pour vous, ce qui se passe en France, on a eu aussi des grandes manifestations au mois de juin contre le racisme, contre les violences policières. Pour vous, c'est un problème qui est différent ? Ça parle de racisme dans Grand Ballon, la façon dont on rejette à la périphérie les personnes qui vivent en Guyane ou dans les autres territoires d'outre-mer, comme on dit. C'est la même chose quand même, non ? Non, ce n'est pas la même chose. Dans les outre-mer, c'est différent, parce que tout simplement, la majorité de la population, elle me ressemble. Donc... la situation n'est pas la même que dans ce qu'on appelle les banlieues populaires, on ne sait même jamais comment les appeler, dans certains territoires à la périphérie des grandes villes notamment. La situation n'est pas la même, mais d'une façon globale, elle n'est pas la même entre les États-Unis et la France. Même si le racisme, c'est du racisme. Le racisme, c'est du racisme. Point barre. Et donc, l'esclavagisme qui est à la racine de ce racisme, c'est le même dans les deux pays. Absolument, absolument. Les situations sont différentes parce que l'histoire a été différente. Parce que l'esclavage se pratique aux États-Unis, sur le territoire américain. Les maîtres blancs et les esclaves noirs se côtoient inévitablement. Ils sont là, ils partagent le lieu, ils partagent l'espace. Et à l'abolition, ils sont encore là à partager le lieu et l'espace. Et c'est pour ça que le rapport... et notamment du blanc pauvre, pas seulement le blanc héritier de plantation, mais également le blanc pauvre, son rapport au noir, c'est un rapport avec un sentiment de péril. C'est pour ça qu'il y a des lynchages. Lorsque je dis que c'est pour ça, je ne suis pas en train d'expliquer et rationaliser les lynchages. C'est complètement irrationnel, le lynchage. C'est brutal, c'est barbare, c'est irrationnel. Mais le lynchage se conçoit parce qu'il y a cette espèce d'angoisse d'être sur le même territoire et comment on est égaux, enfin voilà, il n'y a plus d'esclavage, il y a de la liberté, donc est-ce que la liberté peut être la même ? Non, c'est pas concevable, c'est pas acceptable, etc. Donc il y a un rapport particulier à l'Africain-Américain, il y a un rapport particulier aux États-Unis. Et c'est notamment lié à ce partage de l'espace. C'est pour ça aussi que il y a des périodes où les leaders les plus radicaux, ils disent « retournons à la terre-mère ». Ils peuvent le dire. Dans les Outre-mer, on ne dit pas. Il y a eu un fantasme à un moment qui était plus un mouvement littéraire d'ailleurs, de retour aux sourds, de retour, voilà. Mais on est bien là, on voit bien qu'on est de là et que c'est là qu'il faut faire nos vies. Il n'y a pas d'espace pour ce fantasme, même s'il y a des personnes, il y a des personnes de Guadeloupe, de Martinique, y compris de la Caraïbe anglophone, qui sont parties aux Antilles. Maryse Condé, par exemple, est une écrivaine qui raconte un peu son retour aux sources, complètement fantasmé d'abord et puis très défantasmé après. Mais voilà, donc on a cette situation historique qui est différente. En France, l'esclavage est perpétré dans les colonies, loin, à des milliers de kilomètres. Il y a un mot qui me venait sans cesse à l'esprit en lisant la vie de Maya Angelou, c'est le mot « exception ». Maya Angelou, c'est l'exception. C'est la femme noire qui a réussi, qui a reçu tous les honneurs. Elle a lu un poème lors de l'intronisation de Bill Clinton en 1993. Elle a été, dans sa vie, tant de fois la première femme noire à. Ça arrive 8 fois dans sa biographie. Et ça aussi, c'est vous un peu, non ? L'exception. Moi, je suis un peu gênée parce que moi, je vis ma vie. Je ne me trouve pas de mérite particulier. Je suis très sensible à la proximité que vous évoquez. Je suis même très honorée compte tenu de l'admiration que j'ai pour Maya Angelou. Mais
voilà, je vis ma vie, je mène des combats. J'ai quelques principes de base, je ne triche pas, ni avec moi, ni avec les autres. Je pense que les gens sont importants, je pense que les autres sont importants. Je pense qu'on est bien y compris soi lorsqu'on apporte du bonheur aux autres, lorsqu'on apporte un sourire, lorsqu'on apporte un réconfort, lorsqu'on donne un coup de main ou lorsqu'on même en fait une observation, si on l'a fait de façon bienveillante pour que la personne change. Bon, je crois que ces choses-là importantes, elles ont l'air un peu fleur bleue, mais pour moi c'est essentiel, hein, ce sont vraiment des principes de vie, ce sont des valeurs éthiques, c'est une doctrine de la vie, c'est une doctrine relationnelle pour moi. Donc voilà, mais je vis tout ça sans mérite particulier. J'ai eu des moments de mérite dans ma vie parce que j'ai tenu bon à des situations, y compris des situations un peu récentes. Mais voilà, je le fais pas en modestie parce que je refuse, je récuse, je réfute la modestie. L'humilité, oui, la modestie, non. L'humilité, oui, je ne fais pas plus de cas qu'il ne faut de ma personne. Je respecte les autres. J'admire facilement. Enfin, facilement. J'admire facilement ce qui mérite, ce qui est admirable. Mais j'ai beaucoup d'orgueil. J'ai beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire que j'ai conscience que je n'ai pas le droit de me laisser écraser, parce qu'on va écraser des petites filles qui me ressemblent, que je n'ai pas le droit d'être faible, parce que j'ai la chance de pouvoir être forte, tout simplement, et qu'il faut laisser ceux qui sont vraiment faibles être faibles, parce qu'il faudra leur donner un coup de main, et si on est tous faibles, eh bien, un coup de main ne servira à rien. Voilà, je sais des choses comme ça. Je n'ai pas le droit de laisser croire que les désordres du monde sont normaux. Je n'ai pas le droit de laisser penser que les inégalités sont ordinaires. Je n'ai pas le droit de laisser croire que la violence du racisme, quelle que soit sa forme, hein, xénophobie, antisémitisme, anti-musulman, anti-arabe, anti-tout ce qu'on veut, que c'est banal, que c'est ordinaire, que c'est acceptable. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, quelles que soient les situations, les lieux, les moments, je n'ai pas le droit. Donc ça, voilà, et ça, c'est mon orgueil. C'est mon orgueil de savoir que je peux m'y opposer, je peux protester, je peux m'exprimer, je peux par ma vie même montrer que, voilà, par ma vie, je montre que là où on ne m'attendait pas, non seulement je suis là, mais je fais bien. Je fais bien, je fais mieux que plein d'autres. Merci. Mon poème préféré de Maya Angelou, c'est « We Wear the Mask ». Elle l'a écrit, dit-elle, pour une femme noire, une employée de maison qu'elle a observée dans un bus pendant 9 mois et qui éclatait de rire à chaque fois que le bus s'arrêtait, que le bus redémarrait, que quelqu'un montait dans le bus, que quelqu'un descendit du bus. Et dans ce poème, ce rire, on comprend que c'est un rire de combat, c'est un rire de résistance, un rire de résilience. Et ce rire, j'ai l'impression de l'avoir entendu dans votre gorge parfois. Est-ce que je me trompe ? Oui, parce que d'abord, j'ai vraiment un tempérament joyeux. Je ne fais pas d'effort pour être joyeuse. J'ai une vraie joie de vivre, une vraie joie de vivre. La vie m'a secouée, hein. J'ai eu des malheurs, mais j'ai une vraie joie de vivre, obstinée, entêtée, têtue, qui ressurgit à chaque fois, qui pointe. D'une part, et puis d'autre part, j'ai une conscience d'être et de l'état du monde. Donc, oui, quand je ris franchement. Il y a plein de choses dans la vie qui donnent à rire. Et oui, je disais tout à l'heure que ce qui lie l'humanité, c'est la parole. Et j'ajoutais peut-être avec le rire.
Il faut vraiment voir ce poème. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube. Je l'ai fait au dîner hier soir, mais je le ferai pas là. Je suis trop timide, mais j'arrive assez bien à faire le rire de Maya Angelou. C'est une nouvelle corde à mon arc. Et son rire se transforme presque en pleurs à la fin. On comprend qu'elle a ri à la face du racisme, qu'elle a ri à la face du sexisme, qu'elle a ri à la face de la pauvreté, et que ce rire, ça a été en fait son arme pendant toute sa vie. Et je vous ai vu si souvent désarmé par l'humour et par le rire. Les attaques que vous preniez. Oui, il m'est arrivé, et même d'avoir de fou rire. Il arrive que la bêtise soit telle que vous roulez par terre. Mais moi, il y a longtemps que je sais que je suis invincible. J'ai décidé un jour que j'étais invincible donc, pour envoyer des colonnes de tanks. Et je ne fais pas exprès, ça, c'est pas une profession de foi, hein. C'est vraiment, c'est profond, moi. Je sais que je suis invincible. Il m'arrivait d'ailleurs de dire à des parlementaires qui me cherchaient vraiment. Vous avez remarqué que quand ils me cherchent vraiment. Ah oui, ça. Je leur ai dit, mais je continuerai d'avancer. Et qui peuvent attaquer, qui peuvent agresser. Qui va me lancer des flèches, des lances, des sabres, tout. Sanguinolente, j'avancerai encore. Je les vaincrai. Et s'il faut, après. Et même déjà morte, j'avancerai encore. Puis je tomberai après. Mais je suis persuadée de ça. Et peut-être que vous verrez ça, hein. Moi, morte, j'avance encore. Je les démolis. Et bien après, s'il faut mourir, je meurs. Mais après. Avis aux amateurs. Moi, je ne penserai pas alors ça. Pour finir sur Maya et pas sur moi, parce que vraiment, ce serait trop indécent. J'ai envie de vous donner une poire pour la soif, comme on dit. One more for the road. Oui. Moi, j'aime beaucoup tous les poèmes de Maya. Je ne sais pas d'ailleurs lesquels sont traduits en français. Moi, j'en ai trouvé qu'en vidéo, pas beaucoup en texte, en effet. Ouais. Il me semble. Il y a un recueil qui s'appelle Still I Rise, et c'est le titre d'un poème de Maya Angelou. Alors, si je m'en souviens, parce que j'ai envie de partager ça avec vous, et surtout pour finir avec Maya. Je vais essayer, si je bute en chemin, c'est pas grave, hein, parce que je ne l'ai pas relu récemment. Simplement parce que je ne l'ai pas, je suis à Paris, et mes livres, ils sont à Cayenne. Donc, je ne l'ai pas relu récemment. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still, like air, I rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Je ne sais pas si tout le monde a compris. Je traduis un peu. Donc, vous pouvez chercher à me détruire en racontant une histoire avec des mots amers et des mots tordus, vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez essayer de m'écraser, de m'envoyer dans ce qu'il y a de plus sale, mais toujours, comme la poussière, je vais m'élever. Vous pouvez me viser avec vos mots, vous pouvez me couper avec vos yeux, vous pouvez me tuer avec votre hatefulness, votre haine,
toujours, comme l'air, je vais m'élever. Et est-ce que ma sensualité vous bouleverse? Est-ce qu'elle vous tombe dessus comme une surprise? Est-ce que le fait que je danse, comme si j'avais des diamants là où mes cuisses se rejoignent, c'est somptueux, non? C'est magnifique. C'est somptueux? Does my sexiness upset you? Quand vous avez une femme capable de dire ça à face du monde, invincible, je vous dis. On s'élève toujours. Je peux plus rien ajouter à ça. Je crois qu'on Merci à vous. C'est très bien, merci. Merci à Christiane Taubira d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci à Brigitte Bouchard, Vera Michalski et Arnaud Laborie d'avoir rendu possible cette rencontre. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.